maintenant. Donc, nous accueillons donc Guillaume Marcenac d'Enercop qui va donc nous présenter son dispositif d'ingénierie pour bien conduire donc le développement des énergies renouvelables sur les territoires et répondre aux sollicitations de développeurs privés sur le territoire dans l'intérêt général du territoire. Alors bien sûr, le CNFPT vous propose ce webinaire en accord bien sûr avec son offre de formation, et dans le rapport final du webinaire que Julien vous enverra par courriel, on vous indiquera les différentes sessions de formation en lien avec le sujet. Donc les sessions de formation sont au nombre de 4, réunies sur Angers, Montpellier et Dunkerque, donc à différentes dates sur l'année 2019. Voilà, donc ce webinaire est composé d'une première partie où Guillaume va donc présenter ses diapositives de manière à vous donner matière ensuite à échanger et à mieux structurer donc dans la deuxième séquence participative pour définir ensemble, on va dire, un guide de bonne conduite, entre guillemets, pour répondre à ce besoin de compétences pour travailler avec les développeurs privés sur le territoire. Voilà, je laisse donc la voix à Guillaume qui va nous faire sa présentation pendant environ 3/4 d'heure, et ensuite nous pourrons échanger avec lui à l'écrit ou à l'oral. Je vous donnerai la parole. Il faudra vous manifester bien sûr via l'espace forum pour participer. Voilà, Guillaume, à toi, je vais afficher ta présentation à l'instant. Bonjour à tous, j'espère qu'on m'entend bien. Bonjour à tous et à toutes. Donc je suis ravi de participer à ce webinaire avec vous toutes et tous. Pour rappel, l'année dernière, j'avais animé un webinaire sur le co-développement d'une manière un peu plus générale. Sur les bonnes pratiques, et effectivement là on m'a ressollicité pour le cas particulier effectivement des développeurs qui vous contactent sur vos territoires des collectivités, donc, et savoir comment répondre de manière pertinente à ces sollicitations. Donc pour rappel, nous on fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage sur des projets en co-développement ou des projets en développement, des projets d'envergure, on va dire, donc grand éolien ou centrale au sol. Donc depuis l'année dernière, j'ai vu passer pas mal de cas de collectivités qui s'organisent justement pour répondre à des sollicitations. Donc c'est intéressant, on commence à avoir de la matière, en tout cas en partage d'expérience, et je pense que ça va continuer à se généraliser, on va dire, ce genre de cas. La thématique, donc, c'était comment préserver les intérêts d'un territoire face aux sollicitations d'un développeur. Donc on n'est pas sur initier une démarche de développement sur un territoire, ni laisser les clés à un développeur pour développer un projet. On est sur un cas qui est donc intermédiaire en termes de mobilisation territoriale. Donc en introduction, vous aurez donc le PowerPoint qui sera disponible, que vous pourrez regarder plus tranquillement. En introduction, voilà, je voulais rappeler que le développement des énergies renouvelables, ça s'est longtemps restreint à on va dire, accepter l'arrivée du développeur et à lui proposer de développer son projet, à toucher les taxes et les loyers. Mais en fait, en termes de locomotive économique et d'ailleurs de locomotive territoriale au sens large, les projets d'énergie renouvelable sont des opportunités énormes pour justement aller beaucoup plus loin que juste cet aspect économique, donc avec du développement de projets de transition écologique sur un territoire, avec de la mobilisation de prestataires, d'entreprises locales, de la formation professionnelle, du tourisme scientifique, de la sensibilisation à l'environnement, etc. Et donc depuis quelques années, effectivement, il y a beaucoup de retours d'expérience, de projets qui ont mis en place de bonnes pratiques pour justement se rapproprier au niveau territorial tout type de retombées, et on a des ordres de grandeur réalistes pour pouvoir échanger de manière un peu plus intelligente avec des développeurs. Donc on a pensé qu'il était pertinent de récapituler les leviers puis comment les mettre en place. Voilà, donc on a un petit peu changé l'organisation de ce webinaire, notamment sur les pistes de réflexion.
On a annoncé 45 minutes, ce sera peut-être un peu moins, un petit peu plus, et je pense qu'il y aura des échanges déjà sur ces pistes-là, et puis une deuxième partie qui sera sur échange et enrichissement, pour essayer de déboucher sur un document synthétique qui sera mis à disposition donc des adhérents du CNFPT, puis pourquoi pas des mouvements amorces, énergie partagée, de l'énergie citoyenne et territoriale au sens large. Sur les différentes réflexions que je voulais vous partager au début, il y a comment les collectivités répondaient jusqu'à présent aux sollicitations, quels sont les intérêts qui peuvent être développés, bonifiés sur un certain nombre de projets. Donc un projet de territoire, qu'est-ce qu'on peut espérer de plus que finalement le minimum qui était monnaie courante il y a une dizaine d'années. Qu'est-ce qu'on peut espérer de plus? Comment le synthétiser? Et puis comment réussir à l'imposer à un développeur qui nous sollicite? Commençons par le début, piste de réflexion. Donc là, un exemple. Pour info, rappel, j'ai travaillé à la Compagnie du Vent pendant 6 ans en développement de projets éoliens sur le sud de la France. J'ai travaillé à la mise en place d'une société d'économie mixte, donc du côté du développeur, avec la communauté de communes du Pays de Romans à l'époque. Et depuis 6 ans, je travaille en coordinateur de la production chez Enercop Languedoc-Roussillon. Donc on fait beaucoup d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et donc je suis passé un peu de l'autre côté du miroir. Aujourd'hui, j'accompagne des projets en co-développement, mais côté territoire plutôt que côté développeur. Et effectivement, de l'avoir fait côté développeur, ça permet déjà d'avoir acquis ces compétences-là, mais surtout d'avoir, on va dire, assimilé bien la philosophie, la méthode et donc les points de vigilance quand on cherche à mettre en place un partenariat avec un développeur. Donc historiquement, quand la collectivité était contactée par un ou plusieurs développeurs pour un projet grand éolien ou centrale au sol photovoltaïque, donc on parle de projets qui nécessitent des frais d'études relativement importants, pas une toiture photovoltaïque sur l'école municipale, mais vraiment des projets qui sont d'ampleur relativement importante en termes de coûts d'études et puis de coûts d'investissement, et donc de risque des études. Historiquement, la réponse, dans la majorité des cas, jusqu'à 2005-2010, c'était on fait délibérer le conseil municipal pour ou contre le projet, et donc pour ou contre le lancement des études, et l'autorisation de contacter les propriétaires fonciers. Donc le développeur, s'il a l'autorisation du conseil municipal pour étudier le projet, il lançait toutes les expertises naturalistes, études de faisabilité, après avoir obtenu l'accord d'environ la moitié des propriétaires sur une zone d'implantation envisageable, une aire d'implantation possible. Donc le développement du projet se faisait de manière relativement autonome par le développeur, avec des temps de concertation relativement restreints, donc des réunions ou expositions publiques, une enquête publique qui est réglementairement imposée dans l'instruction du permis de construire, aujourd'hui autorisation environnementale. Et effectivement, in fine, pour le territoire, en termes de retombées, que des retombées économiques, et des retombées économiques relativement restreintes. Les loyers pour les propriétaires des terrains, tant mieux si c'est des terrains communaux, mais sinon c'est pour des propriétaires privés. Et la fiscalité pour les collectivités, tant mieux si la répartition de la fiscalité était discutée au sein de la collectivité de l'EPCI, et avec la commune qui peut en toucher une partie, les communes voisines, pourquoi pas, les communes impact, etc. Tant pis si ça n'a pas été bien discuté et qu'effectivement c'est, par exemple, la communauté de communes qui touche l'intégralité de cette fiscalité. Et ce qu'on a vu arriver quand même depuis quelques années sur des projets dits classiques, c'est du financement participatif. Donc financement participatif, c'est permettre à des personnes physiques ou morales, en tout cas des privés, de participer au financement d'un projet. Donc, financement ne veut pas dire gouvernance. Une petite différence qu'on pourra avoir entre financement participatif et investissement participatif, c'est qu'en gros le projet, au lieu d'emprunter 80% du montant total d'investissement à une banque, il en emprunte une partie moins importante à la banque et il en emprunte une partie complémentaire au territoire. Donc ça c'est développé soit par humanisme par certains développeurs, soit par opportunité pour d'autres, parce que depuis, je dirais, 3 ans, quand on candidate un appel d'offres de la Commission de régulation de l'énergie pour avoir un tarif d'achat de l'électricité, on a un petit bonus sur le tarif demandé si on intègre du financement participatif.
Donc, avec une différence qui est introduite entre financement et investissement. Mais voilà, on va dire que c'est la carotte pour les développeurs, c'est d'avoir, par exemple, je candidate à 70 € du mégawattheure sur un appel d'offres centrale au sol photovoltaïque. Si je fais du participatif, j'aurais pas 70, j'aurais 73 € du mégawattheure. Donc, ça les intéressait. Donc, il y a des formules qui sont mises en place avec des structures type Enerfip qui proposent du clé en main. Vous voulez votre bonus, on s'occupe de tout. Vous aurez du financement participatif. Des gens qui ne seront pas concernés par le projet forcément, qui ne seront pas forcément sur le territoire, qui ne participeront pas aux décisions, mais qui viendront financer une partie du projet en dette, en forme de dette, dette junior, à différence de la dette bancaire. Et voilà, ça c'est mieux que rien, mais c'est effectivement c'est un peu ce qui se fait couramment depuis quelques années. Donc c'est bien, les énergies renouvelables se développent, mais on pourrait faire mieux. Alors déjà, en termes de retombées économiques pour le territoire, là c'est l'enjeu de la diapo suivante, où sur cette diapo, on voit de manière simplifiée, je ne sais pas si c'est assez visible, je ne me rends pas compte de la taille que vous avez sur votre écran, faites un commentaire si jamais vous n'arrivez pas à lire, mais je pars du principe de continuer sur ce format. C'est des retombées de projets types, des ordres de grandeur, donc sur l'éolien, du photovoltaïque, de l'hydro. Donc ça c'est des chiffres qui datent d'il y a 2 ans environ, donc ça a changé notamment en termes de montant de tarifs d'achat sur l'obligation d'achat éolien. On est passé en complément de rémunération aujourd'hui. Et puis sur le PV au sol, les tarifs peuvent baisser, mais en tout cas sur les grands principes, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un montant d'investissement. On a des produits qui sont liés donc au nombre d'heures équivalent pleine puissance et donc au tarif d'achat. Donc on a un chiffre d'affaires annuel. Et donc du chiffre d'affaires annuel, on va déduire des charges d'exploitation, on va déduire un loyer, on va déduire les taxes, un amortissement annuel donc qui est lié au montant d'investissement, le CAPEX qui est mentionné un petit peu au-dessus. Et puis on arrive à un résultat brut avant impôt. Sur l'éolien, c'est assez marquant. Sur un projet classique, donc l'exemple 1 que je vous montre avant, vraiment, c'est pas 1 000 € près, mais le loyer annuel touché par le territoire, c'est à peu près 25 000 € par an. Les taxes, ça dépend des territoires, c'est environ 100 000 € par an. Donc ça fait une retombée, on va dire, économique pour le territoire, sans qu'il y ait forcément d'autres retombées. Hein. Du coup, c'est un projet classique, vous laissez faire le développeur. Vous avez loyer, les taxes, 125 000 €. Les actionnaires du projet, donc qui ne sont dans ces cas-là pas le territoire, peuvent espérer aller taper les 675 000 € qu'on voit, donc un gâteau qui est beaucoup plus gros. Donc effectivement on prend du risque, on investit, c'est de l'actionnariat, etc. Mais on parle d'un gâteau qui est beaucoup plus important. C'est la même chose, même si c'est dans une moindre mesure sur le photovoltaïque au sol et l'hydroélectricité, mais l'idée c'est bien de dire qu'aujourd'hui, rien que en investissant dans des projets qui se déroulent sur vos territoires, vous pourriez aller chercher des leviers de développement économique, en tout cas de retombées économiques relativement alléchants, qui sont facilement 4 à 5 fois plus élevés que les simples taxes et loyers. Ça c'est en parlant des retombées économiques. Si on veut parler d'autres retombées potentielles, ce qui finalement, nous, chez Enercop, est quasiment le plus important, outre la production d'énergie et l'enrichissement des gens qui produisent cette énergie-là, on pense que l'enrichissement en termes de transition, de démarche de transition, de démocratie locale, de sensibilisation à l'environnement, de circuits courts, économiques comme énergétiques, etc., sont au moins tout aussi importants sur la prise de conscience et donc le refaire ensemble. Donc là, c'est des exemples de retombées sur des projets qui ne sont pas juste sur des territoires, mais des projets de territoire. Hein, c'est une expression qu'on répète souvent, faire des projets de territoire et pas sur un territoire. Donc, il y a, outre permettre une meilleure acceptabilité du dit projet, des retombées économiques locales maximisées, de l'investissement qu'on va chercher à flécher en provenance du territoire et à nouveau vers le territoire, et mise en place de démocratie locale, d'appropriation des sujets, des thématiques
de l'énergie, de l'environnement, de l'économie, d'énormément de choses en fait. On met en place un circuit court énergétique. On peut financer justement avec les retombées d'un projet beaucoup de choses. Alors si possible liées à la transition écologique et sociale du territoire, donc la rénovation énergétique ou autre. Mais voilà, on a vu des territoires, en tout cas, grâce aux retombées, aller beaucoup plus loin que quelques propriétaires de terrain et quelques collectivités qui toucheraient la fiscalité. Donc quand on parle d'un projet de territoire, la dénomination qui a été utilisée jusqu'à présent, c'est des projets citoyens. Quand c'est un projet dont l'ancrage local est tellement fort que finalement c'est le territoire qui a la main sur les décisions et qui a une part conséquente des retombées économiques. Donc c'est une autre manière de présenter la démocratie locale, les ressources économiques, mais aussi les sujets d'éducation populaire, de protection du climat. Moi, je parle régulièrement d'un projet qu'on a accompagné, un projet de centrale au sol photovoltaïque, où je dis au final, la production énergétique propre du parc, presque on s'en fout, parce que ça déclenchait tellement de choses sur la commune en termes de faire ensemble, vivre ensemble, construire des projets de transition sur la commune ensemble, que la production énergétique elle est anecdotique par rapport aux retombées de tout type sur le territoire. Et c'est éminemment politique, c'est pas partisan, mais c'est très politique de porter ces projets-là sur les territoires. Et c'est tellement politique que les porteurs du projet de centrale au sol, aujourd'hui, sont en train de porter une liste aux prochaines municipales sur leur commune. Voilà, donc projet de territoire, ça peut vouloir tout dire et rien dire. Projet citoyen, effectivement, c'est une certaine forme. On voit ici un peu le positionnement des différentes typologies de projets. Donc le projet le plus pour tous et par tous, c'est un projet citoyen avec de l'investissement participatif. Pourquoi par tous? Parce qu'il y a un maximum de personnes qui participent aux décisions. Pourquoi pour tous? Parce que les retombées, le maximum de retombées qu'on peut avoir sur le territoire va vraiment sur le territoire. À l'opposé, le projet le moins par tous, c'est le projet où c'est finalement une seule structure qui décide quasiment de tout. Donc le développeur, qui souvent n'est pas originaire du territoire, on n'est pas implanté sur le territoire, donc c'est pas évident, faut se mettre aussi à la place du développeur, c'est pas évident de ressentir les besoins et les priorités du territoire. Puis il y a des projets qui vont être pour tous, c'est un projet d'une collectivité, projet porté par une collectivité ou avec des retombées pour des collectivités. Donc ça, les taxes ou l'investissement, c'est pas pour le maire, malgré ce qu'on entendait régulièrement, moi quand j'étais en réunion publique à la Compagnie du Vent, c'est le maire qui s'enrichit avec ce projet. On fait non, c'est la commune qui s'enrichit, donc c'est tout le monde. Par contre, la décision, effectivement, elle n'est pas forcément portée par tous, ça va être porté par la collectivité, qui est certes représentative du territoire, mais qui des fois n'englobe pas tous les points de vue. Et puis on a du projet participatif, où c'est du projet, où effectivement, ça va un petit peu moins loin en termes de retombées économiques. On est sur de la dette participative, ce que je disais alors, pas de l'investissement participatif. Donc souvent, c'est un petit peu moins rémunérateur que si on était dans l'investissement et qu'on prenait vraiment les décisions, mais c'est pas mal. Donc on voit, c'est tout ce qui est indiqué sur la droite, avec fond vert, projet d'intérêt territorial. Et chaque format, le format le plus adapté à chaque territoire dépend du territoire, dépend des enjeux. Il ne faut pas forcer les gens à se mobiliser sur des projets s'ils n'ont pas envie de le faire. Il ne faut pas forcer les gens à investir sur un projet s'ils n'ont pas envie de le faire, mais c'est bien de leur laisser la possibilité de le faire. Donc, dans les typologies de projets, on voit qu'il peut y avoir dans des projets qui deviennent des projets territoriaux, soit un projet qui est vraiment initié par des citoyens. Donc ça, on en a. Le projet de Bégane, par exemple, en Bretagne, on était sur ce cas-là. Soit une centrale déjà en fonctionnement qui est rachetée par des collectivités ou des citoyens. Donc il y a un projet comme ça qui a été racheté par Énergie Partagée, Enercop, le parc éolien de la Limousinière en Pays de la Loire. Et puis on avait de plus en plus ces dernières années ce qui est encadré en rouge, au développeur qui ouvre son projet à la participation des citoyens, ou un projet initié par la collectivité qui a du foncier communal ou qui sent qu'elle doit reprendre la main, donc en fait qui va faire un appel à projet pour aller chercher des développeurs. Là, la thématique du webinaire, on est un petit peu entre les deux, c'est-à-dire c'est un développeur qui sollicite, qui initie le projet, mais la collectivité qui voit comment se réapproprier ce projet et réagir au mieux pour bonifier ce projet pour le territoire. Donc on a un peu, je dirais, un intermédiaire entre ces deux cas-là.
Donc de quel intérêt on parle pour le territoire et pourquoi se mobiliser et vouloir sortir de l'exemple 1 qu'on a vu tout à l'heure. Donc effectivement, les intérêts pour le territoire, sans aucun doute, il y a les loyers, la fiscalité, mais aussi, en allant un peu plus loin, on se retrouve sur les manches, on peut promouvoir, voire imposer, de l'investissement participatif, donc aller chercher ce gâteau là qu'on voyait à 675 000 € tout à l'heure sur l'éolien par exemple, aller gratter un peu ce gâteau-là. On peut imposer des prestataires locaux s'ils existent, on ne va pas non plus prendre des personnes incompétentes juste parce qu'elles sont du territoire, il faut prendre des gens qui sont compétents, mais imposer des prestataires locaux sur la phase d'études, donc d'expertise, donc ça peut être des associations locales sur la faune, la flore, le paysage, etc. Ça peut être des bureaux d'études locaux s'ils existent. Alors le local est une définition très flexible, suivant où on se positionne. Sur la construction, c'est très important sur le chantier de pouvoir mobiliser des entreprises locales. Sur l'exploitation et la maintenance également, encore plus sur l'exploitation et la maintenance, parce que ça nécessite, donc que ce soit sur du grand éolien ou du photovoltaïque au sol, une présence régulière. Donc on ne va pas venir de Montpellier pour aller faire l'exploitation d'un parc éolien à Limoux, par exemple. Donc il faut que localement, il y ait des ressources. Et ça veut dire aussi que, en fonction des ambitions du territoire en termes de transition, si on n'a pas les compétences, si les entreprises localement, elles ont l'envie mais pas les compétences, on peut passer par la formation professionnelle pour finalement construire une filière locale compétente, parce qu'on sait qu'on est sur une démarche de transition qui va s'étaler sur plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, avec un vrai vecteur de développement économique pour le territoire qui est pertinent. Je donne l'exemple de la mairie de Lorient, qui a décidé d'équiper toutes ses écoles en autoconsommation photovoltaïque, et donc qui a formé ses agents, les agents communaux, à l'installation de panneaux photovoltaïques. Et c'est eux qui installent les panneaux. Et je pense que dès la deuxième installation, c'était devenu rentable d'avoir formé ces agents, parce que finalement on faisait des économies et puis on sait mieux les entretenir, etc. Donc d'autres intérêts pour le territoire, évidemment ce que je vous disais, la démocratie participative, l'implication dans les décisions du territoire et dans les projets, ou la réimplication des habitants, des associations, des entreprises qui des fois ont tendance à plus faire confiance en ces sujets-là. Dans les retombées d'un projet, on peut décider d'en flécher une partie vers des sujets de transition qui sont très cohérents et qui rentrent dans un scénario global de transition qui n'est pas juste de produire de l'énergie, mais aussi de moins consommer d'énergie, d'avoir des démarches de sobriété d'énergie, d'efficacité énergétique, etc. Donc des aides à la rénovation du bâti, des aides à l'achat de véhicules moins polluants, vélos, GNV ou autres, de la sensibilisation à l'environnement via des visites des centrales de production, via du financement d'associations de sensibilisation à l'environnement, soutien des démarches de transition également, mettre en place des jardins partagés, des plateformes de covoiturage, etc. Donc tout ça, c'est des thématiques, des retombées possibles pour un territoire tellement pertinentes, qui font du lien au niveau territorial, que ce serait dommage de rater la chance de mettre en place ça quand on met en place un projet d'envergure. Un projet éolien, un projet photovoltaïque, c'est 5 à 10 ans. Il ne faut pas rater cette opportunité d'aller plus loin que la production énergétique. Donc aujourd'hui, c'est tout ce que vont promouvoir les mouvements de projets de territoire type Amorce NFPT ou de projets citoyens comme le présentait Énergie Partagée ou Enercop. Donc si on rentre un peu dans le détail de ces intérêts et de quoi on parle, et donc de comment on pourrait essayer de les bonifier ou de les préserver, en quoi ça consisterait, et puis après on verra comment le formaliser, et puis après comment l'imposer à un développeur qui arriverait sur le territoire. On a les loyers, donc là ce sera la partie écrite la plus petite, je pense, de toute la présentation. Les loyers, donc là on n'est pas dans un cours sur le développement, on considère qu'il y a un certain nombre de prérequis que vous avez, en tout cas où vous pourrez assimiler par la suite si jamais vous n'avez pas tout compris sur les aspects thématiques développement. Mais quand on parle de rémunérer les propriétaires pour l'installation d'une centrale solaire au sol ou d'un parc éolien, il y a plusieurs manières de faire. Il y a des montants locatifs annuels, donc c'est souvent au mégawatt.
Il y a un forfait unique qui peut être de dire on vous paye 5 000 euros, ce qu'on appelle le one-shot au moment de la construction, mais après vous aurez rien. Ça, c'est souvent ce qui est proposé pour des servitudes de passage, des raccordements, d'équipements annexes ou du surplomb de pales éoliennes par exemple, parce que c'est des sommes pas très importantes et donc autant tout payer d'un coup plutôt qu'y revenir tous les ans pendant 20 ans. On peut aussi décider d'acheter le terrain ou les terrains et on peut aussi décider que le propriétaire sera rémunéré en pourcentage du chiffre d'affaires. Pour les grands propriétaires qui sont par exemple essentiels dans un projet, qui ont la moitié du foncier, on peut dire vous aurez un pourcentage du chiffre d'affaires. Et une manière aussi de répartir cette rémunération, soit on fait de manière assez automatique et mécanique, point par point, c'est-à-dire que Madame Michu a une éolienne sur la parcelle AB 412, elle aura l'intégralité de la somme liée à l'implantation d'un mât éolien. Monsieur Dupont, Monsieur Durand, qui ont les parcelles voisines, ne vont toucher que 0 € parce qu'ils n'ont rien sur leur terrain. Ça, c'est la manière classique, on va dire. Puis une manière un peu plus collective et qui peut être plus pertinente des fois en termes d'acceptation, c'est de définir une zone d'implantation possible et de dire finalement on s'en fiche que l'éolienne soit sur la parcelle AB 412 ou AB 413, on va définir un pot commun de retombées sur cette zone-là et qui sera partagé entre tous les propriétaires. Donc au final, peut-être que Madame Michu n'aura pas l'éolienne sur son terrain, Monsieur Durand aura l'éolienne sur son terrain, mais à peu de choses près, ils toucheront la même chose en termes de retombées économiques. Ça permet d'éviter les guerres de clochers, je suis contre parce que l'éolienne n'est pas chez moi, ou autre. Ça permet aussi d'être beaucoup moins dépendant d'un simple accord foncier pour l'implantation optimale d'un projet, c'est-à-dire que des fois on se retrouve à laisser une éolienne à un endroit parce que le propriétaire est d'accord, le voisin n'est pas d'accord, alors que techniquement, ce serait beaucoup plus optimisé de la déplacer de 50 mètres. Donc ça permet de travailler sur une zone de manière apaisée plutôt que d'avoir vraiment chacun pour soi, je vais défendre mon petit coin. Donc ça, c'est des choses qui sont mises en place assez rarement, mais qui peuvent être intéressantes en termes de rémunération. Donc des propositions pour préserver les intérêts du territoire, donc en anticipation à des sollicitations de développeurs ou en réponse à des sollicitations de développeurs, ce qu'on peut vous proposer, c'est que sur vos territoires, vous mettiez en place une démarche vis-à-vis du foncier pour les projets d'énergie renouvelable, qui peut être la première d'avoir des documents types de promesses de bail. Et on a vu, nous, des collectivités qui disaient il y a des terrains là qui sont intéressants, tous ces terrains-là, ils ont été sollicités, les propriétaires ont été sollicités par un développeur. Avant que le développeur signe avec le privé, pour bloquer ces terrains, on va proposer que ce soit la collectivité qui signe avec le privé, qui réserve en fait le foncier, et donc qui est détentrice des droits à réaliser un parc éolien sur ces parcelles privées. Et ce qui fait que le développeur, ensuite, il devra traiter avec la collectivité qui, elle, est détentrice de ces droits-là. Et la collectivité qui cherchera à défendre au mieux les intérêts du propriétaire. Donc ça, d'avoir des documents type promesse de bail, ça peut permettre déjà, sur des sites que vous pressentez comme favorables à de l'éolien ou du photovoltaïque au sol, de bloquer ça. Vous signez une réservation auprès des propriétaires fonciers, donc il faut que les propriétaires soient d'accord là-dessus aussi, mais ça leur permet de ne pas répondre juste aux sirènes des développeurs qui vont leur proposer des choses. Aujourd'hui, les développeurs peuvent des fois contacter les propriétaires avant même d'avoir contacté la collectivité et le conseil municipal, et donc vont signer, vont promettre monts et merveilles, et vont signer plein de choses, donc pour éviter d'avoir cette dispersion dès le début du projet, parce qu'en fait quand on a le foncier, le foncier bloqué, c'est très difficile que quelqu'un d'autre reprenne le projet. Donc il y a un peu des cow-boys sur le foncier qui vont faire signer ce foncier-là. Donc, si vous, en tant que collectivité, vous pouvez réserver ce foncier-là, en tout cas échanger avec les propriétaires pour leur dire vous n'allez pas signer ailleurs, vous vous engagez, et si vous voulez, on vous signe un engagement, nous, le projet se fera et on pré-réserve ça, ça peut être intéressant. Si c'est des terrains communaux, et que vous envisagez de les signer par la suite avec un développeur, d'avoir une promesse de bail type, ça vous permet de réfléchir à qu'est-ce qu'il y a dans une promesse de bail, qu'est-ce que vous serez prêt à signer, voire de proposer votre propre promesse de bail quand vous serez sollicité par un développeur. Et ensuite, là, donc, je suis dans le plus, donc comment faire au mieux bonifier ces intérêts-là du point de vue du foncier sur le territoire, à piocher, on va dire, en fonction de ce qui vous semble possible sur votre territoire. C'est définir une aire d'implantation possible pour chaque projet
et parler de pot commun, donc de contacter tous les propriétaires des terrains d'une aire d'implantation possible, leur dire on vous propose de travailler de manière collective, peu importe où se mettra l'éolienne, s'il y a un impact supplémentaire, eh ben, vous serez un petit peu rémunéré en plus, mais sinon on fait un pot commun sur toute la zone, et on essaiera de rémunérer les gens de manière assez équivalente. Ça veut dire que des riverains de projet qui étaient juste des riverains aujourd'hui deviennent coactionnaires ou copropriétaires, et il y aura peut-être moins d'opposition également. Proposer l'intéressement au projet, évidemment, c'est de dire bah, vous avez intérêt à ce que le projet sorte. Si vous avez des retombées associées, au lieu que ce soit des loyers, on peut peut-être vous proposer, en tant que riverain proche, voire très concerné, de co-investir dans le projet. Donc ça, c'est de l'investissement participatif. Fiscalité, donc là, c'est un sujet que moi, qui vous regarde principalement en tant que collectivité. Là, j'ai juste mis des extraits des documents réalisés par Amorce, donc je vous encourage vivement à adhérer à Amorce, qui est le réseau des collectivités pour l'éolien à la base. Et donc, bah, en fait, qui sait faire pour l'éolien, sait faire pour le photovoltaïque, puisque c'est souvent un peu plus simple. Donc, en fait, ce document récapitule la différente fiscalité, les recettes fiscales perçues par un bloc communal sur l'éolien. Donc, il peut y avoir la taxe foncière, il y a la CET qui est composée de la CFE et de la CVAE, donc cotisation foncière des entreprises et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Et puis il y a l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau, l'IFER, qui est aussi un montant forfaitaire donc, proposé en fonction du type d'énergie. Ces recettes fiscales-là, c'est bien de les connaître. En fonction de chaque territoire, ça peut être un peu différent. On voit que c'est des montants. Là, il y a un exemple type d'un projet de 5 éoliennes de 2 MW. On n'est pas tout à fait sur les montants que je disais tout à l'heure, on est sur du 80 000 euros, bon, on voit un peu ces répartitions-là. Et voilà, et en fait, sur chaque territoire, ça va être un peu différent. La répartition moyenne, qu'on voit encore plus petit, alors ici, bloc communal, région et département qui peuvent toucher, bon ça c'est sur répartition moyenne, ça peut être différent suivant les territoires. Ce qu'on vous encourage à faire, c'est évidemment de discuter sur des mécanismes de reversement volontaire. Donc, ça veut dire que les élus doivent se mettre d'accord. Quelle sera la part qui ira à l'interco, quelle part ira à la commune d'implantation, quelle part ira aux communes voisines également. Parce que on peut avoir envie de faire un projet et de flécher un maximum de la fiscalité vers sa commune d'implantation. Ben, si tout le monde est contre autour, le projet se fera pas, on touchera zéro. Des fois, il vaut mieux être prêt à partager un peu, dire ouais, mais la commune d'à côté, là, elle verra les éoliennes, voire peut-être plus que nous, ou eux, il y aura un impact de telle manière ou autre. Donc, on accepte de redistribuer. C'est partager le gâteau pour être sûr que tout le monde en ait, parce que si on ne partage pas, des fois, il n'y aura peut-être pas de gâteau tout court. Donc, ces mécanismes-là, bon, là, on est sur l'éolien, qui est le sujet énergétique le plus impactant, on va dire, en termes de paysage, et donc en fait, celui sur lequel souvent il y a le plus de négociations des communes pour dire attendez, mais c'est moi qui vois les éoliennes, vous touchez les taxes, toutes sortes de questions, il faut qu'on répartisse, etc. Sur le photovoltaïque, ce genre de discussion arrive moins souvent, et donc il y a des différentes options pour répartir de manière volontaire la fiscalité éolienne. Il y a l'attribution de compensation, il y a la dotation de solidarité communautaire, il y a une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l'énergie mécanique du vent. C'est des choses que vous connaissez parce que c'est le genre d'attribution, alors sauf la dernière, mais qu'on va retrouver sur l'implantation de décharges, de centres d'enfouissement, etc. Donc c'est des discussions, c'est de dire voilà, on fait chez moi, c'est bien pour tous, mais on partage les retombées de la fiscalité. Donc il faut savoir que c'est à discuter en conseil communautaire. Et que ça, on ne va pas l'inventer pour vous. Beaucoup de choses sont possibles. Les juristes d'Amorce peuvent vous conseiller sur ce qui s'est déjà fait ou pas. Et il faut instaurer une répartition équitable de la fiscalité d'un parc éolien pour éviter que certaines communes se sentent lésées, sauf si vous arrivez à imposer des projets sur des communes et leurs communes voisines qui ne vont pas exiger de fiscalité. Mais en tout cas, ça c'est typiquement le genre de choses où s'il y a plusieurs projets développés à la fois sur un même territoire et qu'il y a des règles différentes suivant les communes, c'est l'incendie au sein du conseil communautaire. C'est des choses à discuter si possible avant les sollicitations des développeurs parce que ça peut mettre beaucoup de temps
se mettre en place. Moi, j'ai vécu l'exemple quand j'étais à la Compagnie du Vent du Grand Narbonne, où pendant 6 ans, une commune a bloqué l'extension d'un parc éolien existant en disant mais nous on veut 50% de la taxe professionnelle, sachant que pour le premier parc ils avaient eu l'intégralité. Quand ils sont passés en communauté de communes, en agglomération, et ben en théorie tout devait repartir à l'agglomération. Donc la question était de dire bon, on fait des exceptions pour les communes qui avaient déjà des parcs éoliens où ils gardent leur fiscalité. Sur tous les nouveaux parcs, ça ira à intégralité à la communauté de communes. Et là, les communes ont dit je bloque, si moi j'ai pas 50%, je fais pas le projet, quoi. Ça a mis très longtemps, je crois qu'on est passé sur au moins deux mandats différents pour que ça puisse se faire. C'est dommage. Donc c'est des choses à discuter, avec des discussions en grande personne pour essayer dans l'intérêt de tous réussir à avancer là-dessus. Et effectivement, merci David du Ruféquois. Document d'amorce est disponible sur leur site gratuitement. Voilà. Moi, il y a des choses que là je vous présente qui sont des leviers qu'on a proposé de mettre en place dans la charte, la nouvelle charte énergie renouvelable du parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée. Donc c'est de la charte aussi bien en termes de localisation d'implantation, d'impact écologique, de biodiversité, mais aussi en termes de bonnes pratiques. Donc nous, on a Enercop LR, on a apporté tout l'aspect alors pacte économique, bonification des projets, et effectivement par rapport à la fiscalité, je me suis juste contenté de pomper ce qui avait été fait par Amorce, ce qui était très bien fait. Donc on a parlé des loyers, on a parlé de la fiscalité. Donc déjà là, il y a des choses à améliorer, même si vous voulez pas vous impliquer dans les projets. Il y a déjà des choses à améliorer sur ces deux sujets pour que ça soit juste mieux. Alors souvent le mieux est l'ennemi du bien, mais là on va dire c'est juste bien, c'est pas compliqué à mettre en place, d'autres gens l'ont fait, donc ce serait criminel de ne pas le faire. Investissement territorial. Donc si on parle d'aller un peu plus loin que du financement, alors est-ce que le schéma va être visible? Schéma qui est visible aussi, c'est un schéma qui a été réalisé par le réseau Éclair qu'on a créé, du coup, qui est le réseau régional des projets citoyens d'énergie renouvelable en Occitanie. Donc je vous parlais tout à l'heure de ce qui se fait de manière assez courante en termes de participation, pas au développement mais à l'investissement. C'est du financement participatif, donc la partie à gauche. Donc là on parle plus de placement, participe à la dette. C'est des plateformes de financement participatif qui vont proposer ça. Aucun contrôle dans les décisions, mais c'est mieux que rien. C'est des millions qui sont collectés chaque année, qu'on préfère voir là que sur d'autres types d'investissements, donc c'est très bien. Et après, on peut essayer ou exiger d'aller plus loin dans la gouvernance des projets. Donc on ne finance pas que la dette, on finance le capital. Le plus ambitieux, c'est d'être l'actionnaire du projet. Donc actionnaire du projet veut dire c'est moi qui décide, c'est moi qui prends les risques également. Et s'il y a des retombées, s'il y a des dividendes, s'il y a des bénéfices, c'est moi qui déciderai de comment on les affecte, si c'est tout pour moi, si c'est pour les autres, si on partage, etc. Dans tous les projets qu'on accompagne, les projets de sociétés locales participatives qui sont créées, toutes les coopératives citoyennes, dans cette partie maîtrise, donc en actionnariat, il y a plusieurs dizaines de personnes donc, qui décident de manière collective. Donc des fois, on a des habitants, des collectivités, des entreprises, des associations, il y a des collèges en fonction du type d'usage, etc. Et de manière collective, des gens décident de ce qu'ils veulent faire comme projet, de comment ils veulent affecter les bénéfices, etc. C'est ce qu'on va le plus promouvoir. Enercop, le fournisseur d'électricité Enercop, c'est une coopérative d'intérêt collectif, de la même manière, où c'est les producteurs, les consommateurs, les salariés, les collectivités qui doivent se mettre d'accord sur quelles sont les priorités, comment on va avancer, comment on affecte les bénéfices. Aujourd'hui, Enercop, c'est dans la partie maîtrise, c'est 40 000 personnes sur 60 000 qui ont décidé d'être sociétaires, sur 60 000 consommateurs, 40 000 personnes qui décident de ce qu'on va faire, quoi. Ça, c'est ce vers quoi on devrait tendre, je pense. En participation directe. Il y a une manière de rentrer dans l'actionnariat, mais sans être, moi, Guillaume Marcenac, actionnaire, avec ma part identifiée dans un projet, c'est de manière indirecte. Donc, de manière indirecte, il y a l'outil énergie partagée qu'on a créé pour ça, qui est un fonds d'investissement. Vous prenez des parts de énergie partagée, puis énergie partagée va devenir actionnaire de sociétés locales de projets en soutien aux actionnaires locaux. Donc va venir apporter vraiment du cash dans les projets pour donner du poids au projet, pour boucler le tour de table financier. Et souvent, ils vont donner leur voix, parce qu'ils ont une voix en tant qu'un actionnaire dans un projet, ils vont donner une voix au porteur du projet au niveau local.
Donc vous, s'il y a aujourd'hui énergie partagée, c'est, je crois, si je ne me trompe pas, c'est entre 5 et 10 000 actionnaires, mais énergie partagée ne parle que d'une seule voix à chaque fois dans les projets dans lesquels ils vont s'intégrer. Donc ça, c'est sur la participation indirecte. On est comme sur du contrôle, même si on ne maîtrise pas tout, on est comme sur du contrôle parce qu'on peut aller assez loin dans la participation capitale. Par exemple, énergie partagée rentre dans des projets qu'on dit citoyens, dans lesquels la gouvernance est détenue majoritairement par le territoire. Ce qui ne veut pas dire que c'est l'investissement qui est détenu majoritairement. On peut décorréler gouvernance d'investissement avec un bon pacte d'associés ou des bons statuts. Voilà, il y avait des clubs d'investisseurs qui existaient aussi, qui permettaient de se rassembler à 20 dans un club, et il y a un représentant et un club qui investit. On a des SEM territoriales, on a voilà, il y a des sociétés qui vont investir après dans plusieurs projets. Une société locale participative qui aurait été créée par exemple, qui va porter en propre certains projets de toiture et qui va devenir coactionnaire sur des gros projets dans une société de projet aux côtés d'un développeur par exemple. Finalement, vous vous retrouvez en participation indirecte dans le gros projet. Donc pour préserver les intérêts du territoire sur ce sujet de l'investissement, voire on va dire développer les intérêts du territoire, on propose d'imposer un niveau minimum de détention du capital de la société de projet par le territoire. Donc c'est souvent assez bien coordonné avec ce qui est demandé dans l'appel d'offres de la Creuse. Ça peut être un montant de 40%. 40% du capital détenu par le territoire, donc des décisions détenues par le territoire, sachant que le reste du financement peut se faire différemment du capital, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que vous devez financer 40% du projet. J'en parle pas dans ce webinaire, mais c'est un vrai sujet avec beaucoup de formations, notamment d'énergie partagée, qui peuvent vous proposer de clarifier tout ça. Ça permet du coup, si on investit dans le projet, si le territoire investit dans le projet, de participer aux décisions et de bénéficier de plus de retombées économiques. Voilà, donc là, on était encore dans du relativement classique. D'autres intérêts pour le territoire, des intérêts évidents, qui est effectivement flécher une partie des bénéfices vers des actions de transition écologique, ce que j'ai dit tout à l'heure, sensibilisation à l'environnement, formation professionnelle aux entreprises sur les ENR, aide à la rénovation énergétique, achat de dispositifs innovants ou dispositifs de mobilité écologique, organisation d'événements, etc. Ça, le meilleur moyen de le faire, c'est de ajouter une ligne dans les charges d'exploitation d'un projet, d'une société de projet. Donc on voyait tout à l'heure, il y a les taxes, il y a les loyers, il y a les charges d'exploitation, et bien là, il faut rajouter finalement dans les charges d'exploitation, hop, une petite ligne, action de territoire, et vous pouvez flécher une partie des bénéfices, 2, 3, 4, 5, 10% des bénéfices vers l'action de territoire. Comme ça, on est sûr que cet argent-là, il est réservé pour ça, et c'est pas à la fin, quand tous les bénéfices sont clairement affichés du projet, qu'on dit tiens, on pourra en flécher une partie. Non, l'idée, c'est notamment si on est en co-développement, c'est-à-dire qu'on va avoir un actionnaire développeur privé, un actionnaire territoire. On préfère que dans cette société de projet, donc qui était constituée de ces deux actionnaires-là, soit déjà inclus le fléchage des bénéfices vers certaines actions. Et ensuite, à la fin, chaque actionnaire fait ce qu'il veut de ses bénéfices, plutôt que de dire, finalement, il n'y a que l'actionnaire territorial qui va flécher une partie de ses bénéfices vers des actions de territoire, et le développeur, il fera ce qu'il veut à côté. Donc non, on impose déjà, au niveau de la société de projet, que certains bénéfices aient sur des actions de territoire communes. Et après, il y a ce qu'on voyait donc en investissement participatif, des retombées liées à l'investissement pour chaque actionnaire. Voilà. Donc, ça, c'est des choses qui sont maintenant quasiment imposées dans les projets dans lesquels l'énergie partagée va venir investir. Nous, on a l'exemple, toujours le même exemple, que je ne citerai pas en direct, mais de projets de centrales au sol qu'on a accompagné et où aujourd'hui ils se positionnent sur des projets politiques qui vont un peu plus loin. Et ben, il y a 3 500 € tous les ans qui va à une association pour organiser des événements, faire vivre ça, financer d'autres associations localement qui ont ce genre de démarche, quoi. Faire une forme d'incubation localement. Donc ce qu'on propose pour préserver les intérêts du territoire, voire les mettre en avant, les améliorer, c'est d'intégrer au niveau des OPEX, donc les charges d'exploitation de la société de projet, une ligne dédiée au financement d'actions de transition écologique au territoire. Donc ça peut faire mal aux développeurs des fois de dire mais attendez, mais vous m'enlevez le pain de la bouche avant même qu'il arrive. On fait ouais, bah, comme ça on est sûr que tu n'auras pas envie de le manger. Bon, c'est bien d'avoir ça, mais si on vous dit bah ok, pour 50 000 € par an,
sur un gros projet, par exemple, d'actions locales à financer, il faut avoir des actions, il faut avoir des structures qui peuvent porter ces actions. Donc, c'est pas tout d'avoir l'argent, mais il faut, pour que ça parle, que ça marche, que ça soit affecté à quelque chose qui a du sens, ça soit pas juste, ça tombe dans le budget de la mairie et puis ça va servir à refaire les routes, quoi. Donc, trouver les acteurs locaux, trouver les actions qu'on peut mettre en place. Je sais pas, la régie de Montdidier, par exemple, qui a porté des projets, faisait des aides à l'achat de vélos électriques. Faut que ça soit quelque chose qui soit, en tout cas, qui permette de connecter vraiment l'installation des éoliennes ou de la centrale photovoltaïque à des actions de territoire très concrètes. C'est aussi comme ça qu'on augmentera l'acceptabilité des projets et l'acceptation tout court des projets. Éviter de fonctionner comme l'a fait le gouvernement, où là récemment, il y a 600 millions d'euros, vous avez peut-être entendu parler de ça, mais 600 millions d'euros initialement collectés et dédiés à la transition écologique qui ont été remis dans le budget principal de l'État. Donc en fait, voilà, la fiscalité écologique fait grincer des dents, et puis à la fin, ça bénéficie même pas à l'écologie, donc c'est pas une bonne chose. François de Rugy a répondu, c'est parce que les énergies renouvelables n'ont plus besoin d'aide, donc et on n'a pas besoin de ces 600 millions d'euros. C'est très bien, c'est un peu schizophrène comme discours, mais c'est une bonne nouvelle. Alors, sur l'affectation des retombées, il y a des choses à faire. Sur le choix des prestataires, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a effectivement des choses à faire. Avec identifier ces prestataires en phase de développement, de construction, de maintenance, exploitation. Donc plutôt technique, hein. Donc c'est du BTP, c'est du génie électrique, du génie civil, c'est de l'association locale de protection des chauves-souris qui va être qualifiée pour vous faire les études. C'est une association qui vous fera l'animation également quand le parc sera en place, etc. C'est des retombées importantes. Souvent, le développeur va vous dire, moi, pas de problème, je prends le risque des études, vous participez aux décisions, etc. Par contre, c'est nos filiales qui vont faire la construction, l'exploitation maintenant. Et en fait, c'est des sommes qui sont des fois tellement plus importantes que les cadeaux qu'on vous a fait au moment du développement, qu'il faut être très vigilant là-dessus, hein. Savoir que le développeur, dans un partenariat que vous allez construire avec lui, il va pouvoir marger sur les études externes, les études internes qui sont en passé, la maîtrise d'œuvre sur le chantier, l'exploitation et les prestations administratives au sens large. Et donc, les 200 000 euros économisés sur la prise de risque au niveau des études, il ne faut pas que ça se transforme en 4 millions d'euros de marge du développeur sur le chantier en maîtrise d'œuvre. Il faut être vigilant à tous ces points-là, quoi. C'est des choses qu'on voit après dans les packs d'associés. Donc là, clairement, pour avoir des partenaires locaux, il faut qu'ils existent. Donc d'avoir un annuaire des prestataires de développement, de construction, des entreprises, souvent des gens qui peuvent ne rien avoir avec les énergies renouvelables, les entreprises de BTP qui vont pouvoir vous couler les fondations, les éoliennes, ou venir vous mettre les supports du parc photovoltaïque autre. C'est essentiel de les lister, et si jamais il y a un besoin en formation, d'essayer de les faire monter en compétences, en formation professionnelle. Si on l'impose aux développeurs, c'est important que derrière ça puisse suivre, quoi. Je pense qu'aujourd'hui tous les territoires vont être dans une démarche de transition, en tout cas en France, écologique, et vont avoir à minima des centaines de toitures photovoltaïques qui vont être installées. Tous les territoires ont une pertinence à avoir des entreprises compétentes sur les énergies renouvelables, à minima sur l'installation de panneaux photovoltaïques en toiture, mais sûrement beaucoup plus, parce que on est loin d'être sorti de la transition énergétique, et comme c'est un levier de développement économique, plus c'est long, plus c'est bon là-dessus. Alors, comment, donc on a listé un certain nombre d'intérêts, donc loyer, taxes, investissement, fléchage vers des actions de transition, choix des prestataires. Comment on peut préserver, voire bonifier ses intérêts, quoi. Il faut. Bon, je vois les questions qui arrivent sur le côté, mais voilà, il est prévu que j'y réponde en fin de première phase, en tout cas. Mais merci, c'est des questions qui sont pertinentes. Comment préserver, voire bonifier ses intérêts? Déjà, il faut se mettre d'accord sur un territoire, sur en fait c'est quoi ses intérêts, de quoi on parle. Donc là, ce que je vous présente, c'est censé vous aider là-dessus. Qu'est-ce qu'on pourrait être en légitimité d'attendre et d'exiger? Et comment on peut les formaliser finalement, d'avoir un document qui récapitule tout ça. Donc on peut parler de charte, qui va dire, nous, les projets qui vont développer chez nous, on veut que ça soit avec 30% d'investissement participatif,
avec des loyers répartis comme ci, comme ça, et qui donne le cadre dans lequel on veut que le projet des développeurs vienne s'intégrer, qu'ils le fassent tout seul ou qu'ils le fassent avec vous, son projet. On peut intégrer dans cette charte le positionnement en termes d'excellence environnementale, d'excellence sociale, etc. Et ça permet de donner un positionnement de la collectivité là-dessus, souvent à l'échelle d'une communauté de communes, c'est intéressant, ou d'un pays. Moi, j'en vois plein en ce moment dans l'Aude là, qui travaillent là-dessus, sur cette charte-là. Donc le PNR de la Narbonnaise et l'agglo du Grand Narbonne, la communauté de communes Montagne Noire. En fait, c'est beaucoup de collectivités, c'est intéressant, qui aujourd'hui se rendent compte que le tourisme et les énergies renouvelables ne sont pas incompatibles et que ça va être leurs deux leviers principaux de développement économique, mais il ne faut pas que ça se fasse dans n'importe quelle condition. Il faut une charte à l'attention, certes, des habitants, des citoyens, des collectivités, mais beaucoup des développeurs qui puissent dire « Ok, ben moi si je viens, c'est ça des attentes, donc je veux faire des efforts. » Ils sont prêts à faire des efforts, les développeurs, ils peuvent faire des efforts. Donc il faut être suffisamment ferme et leur faire comprendre que c'est pas juste un petit coup de peinture que vous voulez sur le projet, c'est changer la méthode de portage et que tout le monde y gagnera, quoi. Donc se mettre d'accord, ça peut être réaliser une charte. Je vous montre un exemple de charte qu'on avait fait là avec une coopérative citoyenne qu'on accompagne qui s'appelle 4ENR. Charte de co-développement, par exemple, qui dit 4ENR, c'est une SIC en pays catalan qui a porté plein de projets photovoltaïques en toiture et qui se dit bah c'est sympa, mais on pourrait faire du projet grand éolien, de la centrale au sol. Et on est sollicité, nous, en tant que représentation légitime du territoire maintenant, parce que dans 4ENR, il y a des habitants, il y a des professionnels, il y a des collectivités. C'est une SIC, vraiment un outil territorial pour le développement des énergies renouvelables. Donc maintenant, c'est très facile. Développeurs qui arrivent, ils ne contactent pas la commune, la communauté de communes, machin, l'association, ils contactent 4ENR. C'est la porte d'entrée qui représente le territoire. 4ENR qui sera l'actionnaire dans un futur projet. Une société de projet avec, je vais dire n'importe quoi, Valorem et 4ENR, deux actionnaires d'une société de projet. C'est très simple pour le développeur, parce qu'il y a un interlocuteur, un actionnaire, et en plus, cette structure-là peut faire de l'animation, de la mobilisation localement, de l'ingénierie territoriale et politique finalement. Par contre, 4ENR dit, nous, on veut bien travailler avec vous, mais on impose nos règles. Donc c'est ce qu'on a vu avant, en termes de tous les leviers de territoire, d'intérêts territoriaux qu'on peut avoir. Une fois qu'on définit ce qu'on peut attendre, on le couche sur le papier dans une charte et on dit aux gens, voilà notre charte, si vous voulez qu'on continue de discuter, vous signez cette charte-là, après on en parle, dans ce cadre-là. Et parce que le nombre de développeurs qui nous disent, oui, pas de problème, de l'investissement participatif, oui, pas de problème, et puis 6 mois plus tard, toujours rien n'a été signé, ils nous disent, non, mais ça par contre, on s'est mal compris, en fait, on voulait dire ça, on voulait dire ça, on voulait dire ça, et il y a tout qui s'améliore. Donc là, on dit, non, le cadre, c'est ça. Tant que vous n'avez pas signé, on arrête de discuter, allez voir ailleurs, et bon courage, quoi. Donc qu'est-ce qu'on met dans une charte? Celle-là était sympa parce qu'elle était assez exigeant. Donc il y a le sujet de la gouvernance qui pour nous primordial, sachant qu'en fait c'est presque un faux sujet parce que évidemment Madame Michu elle va pas décider quelle marque d'éolienne on met. Et puis elle va pas vouloir participer à une réunion par semaine pendant 10 ans sur le projet. Donc, c'est laisser la possibilité au territoire, s'ils sentent qu'il y a des choses qui dérivent ou autres, de bloquer telle ou telle décision. Et en tout cas, d'une manière générale, donner le portage du risque à une personne qui maîtrise le risque. Donc, sur la gouvernance, effectivement, il va y avoir beaucoup de temps passé par 4ENR sur le territoire, à les rencontrer, à les convaincre, à les proposer, etc. Et pour ça, il faut que 4ENR puisse dire au territoire, mais on a, nous, des leviers pour bloquer si vous n'êtes pas d'accord. Venez vous intégrer dans le projet. Et sur certains sujets, on pourra dire niet aux développeurs parce qu'on a négocié ça. Et c'est aussi dire aux développeurs, vous voulez qu'on bosse avec vous, donnez-nous le moyen de le faire, mais vous allez voir à la fin, on veut que le projet se fasse. C'est pas la gouvernance d'anti-éolien, c'est la gouvernance de gens qui veulent faire des projets. Et on va tout vous faciliter. Donc, c'est un peu le saut dans le vide. Acceptez de partager vos décisions, mais on a la même vision globale, donc faites-nous confiance, les décisions iront dans un sens où tout le monde y gagne. Donc ça peut être juste d'impliquer, d'imposer que sur certaines décisions, on ait un pouvoir de blocage. Donc là, il y a des exemples de décisions, ça peut être conception du projet, si par exemple le développeur veut que des éoliennes de 180 mètres, dire bah non, nous on veut pas plus de 120 mètres, et là-dessus on sera bloquant, et le projet il sera quand même rentable, certes
vous pourriez faire quelque chose de beaucoup plus rentable, mais là, l'idée, c'est que ça sorte, et que si vous voulez beaucoup plus, vous aurez peut-être rien. On va se contenter de ça, ça ira très bien, tout le monde sera d'accord. Donc, ça peut être certains choix, parce qu'aujourd'hui, les coopératives locales montent en compétences, donc peuvent avoir des souhaits de dire, bah non, le matériel, centrale solaire au sol, il y a des assembleurs de modules en France, on préfère prendre l'assembleur de modules, il y en a qui ont des meilleures pratiques, on préfère bosser avec eux. Montage juridique, modification des statuts, évidemment. Montage juridique, ça va être, ça va impliquer beaucoup de choses, en tout cas en termes de décision, et donc d'affectation des bénéfices par la suite, de transfert du projet à un autre développeur, etc. Et là-dessus, les développeurs, ils se rendent compte qu'il vaut mieux qu'ils aient 50% de 5 projets plutôt que 100% de 1 projet, parce que le reste ne sera pas sorti, donc ils sont assez ouverts là-dessus. Donc la gouvernance, ça peut avoir plein de formes différentes, mais en tout cas, c'est pas juste mettre de l'argent dans un projet, c'est participer aux décisions. Puis il y a des sujets sur effectivement un montant d'investissement, que le développeur soit prêt à laisser une part importante d'investissement. Catenair, ils ont estimé qu'il y avait 500 millions d'euros à collecter sur le territoire pour investir dans des projets. Donc financer des projets éoliens, c'est pas un problème si le développeur est prêt à ouvrir sa porte. Là, c'était le fléchage des bénéfices vers des actions de transition écologique. Via les OPEX, on avait mis 10%. C'est peut-être un peu beaucoup, il faut voir ce que ça représente sur le projet, pas que ça plombe le projet. Il y avait la prise du risque par le développeur. Donc là, on est dans un montage où tous les coûts de développement à risque, 200-300 000 euros, c'est porté par le développeur et après il met à disposition le résultat de ses études à une société commune dans laquelle vous êtes également et il ne marge pas sur ce coût de ses études. Donc ça, c'est pas toujours évident à accepter pour un développeur, mais quand vous faites une mise en concurrence et que c'est un des enjeux, pas de problème, ils s'y plient tous sans souci. Il faut savoir qu'aujourd'hui, moi quand je donne mes formations co-développement, je dis que c'est intéressant à la base de co-développement pour avoir un financeur de vos études. Mais aujourd'hui, les choses ont changé avec la création d'outils comme énergie partagée études, mais surtout Énercité, en lien avec énergie partagée investissement. Aujourd'hui, on n'a plus besoin du développeur pour financer des études. On a des outils qui permettent de financer ces études à risque, voire vous en prenez un peu du risque, mais de manière relativement faible. Donc en fait, si on va chercher un développeur, dans beaucoup de cas, c'est plus pour son argent, ça va être pour ses compétences. Et ça, c'est un changement de paradigme de dire aux développeurs, en fait, on va choisir, on va développer un projet ensemble, on a mis autant d'argent tous les deux à risque dans les études, vous via Énercité par exemple, et lui via ses fonds propres. Donc mon coco, t'es pas plus légitime que moi pour faire les choix, parce qu'en fait, on a mis tous les deux autant d'argent, donc je décide, tu décides, et certains choix, ça va être plutôt toi, certains choix plutôt moi, certains choix, il faut qu'on décide ensemble. Donc ça, c'est une nouveauté, c'est-à-dire que maintenant, vous pouvez développer comme ils l'ont fait en Bretagne, en prenant 100% du risque sur Mégane, avec plein de gens qui prenaient le risque de perdre 1000 ou 2000 euros si le projet n'aboutissait pas. Aujourd'hui, il y a des outils qu'on a créés pour vous permettre de diluer ce risque-là, avec des outils qui viennent apporter de l'argent pour porter ce risque des études. Et si le projet n'aboutit pas, on vous demandera rien. Et si le projet aboutit, les parts apportées par Énercité, par exemple, qui est l'outil de financement du risque, vous seront revendues, vous, territoire, à un coût très correct. Donc ça, il y a eu un communiqué de presse récemment fait par Enercop Rhône-Alpes, Énergie Partagée, Énercité, Copawatt, pour montrer qu'aujourd'hui, on peut développer des projets tout seul en termes de coût de développement. Je vous invite à vous pencher un peu sur ce qui s'est fait et à essayer de travailler là-dessus. Nous, il y a Enercop PACA qui développe des projets 100% autonomes, sans développeurs. Voilà, moi je pense qu'il peut encore y avoir un intérêt de travailler avec des développeurs, ne serait-ce que parce qu'ils ont des compétences, parce qu'ils sont sur les territoires, et ils ont du temps à passer sur des projets, ils ont de l'argent, ça peut permettre de diluer ce risque-là. Voilà. Comment imposer ces critères? Donc, comment les faire valoir et les mentionner, c'est la charte. Comment les imposer? Où est-ce que vous avez, vous, capacité de blocage qui fait que si vous n'êtes pas d'accord, le projet ne pourra pas se faire? Il y a la mise en conformité du document d'urbanisme, c'est-à-dire qu'en gros, si un développeur qui bosse sur un projet sur votre territoire qui nécessite une modification du PLU, vous pouvez lui dire, nous, tant qu'on n'aura pas cette garantie, on ne modifie pas le PLU. Et là, le développeur ne peut pas aller plus loin si le PLU n'est pas compatible avec un projet d'énergie renouvelable. Il faut savoir que sur le permis de construire, une autorisation unique aujourd'hui,
Le conseil municipal peut être contre sur la demande de permis de construire. Le projet sera accordé quand même, parce que ce qui est demandé, c'est pas un avis conforme de positionnement, c'est un avis consultatif, pas du conseil, mais du maire. Donc aujourd'hui, il peut y avoir un avis du maire défavorable à un projet, et le projet qui est accordé. Par contre, sur le document d'urbanisme, bah là, c'est la mairie qui doit valider ces modifications. Donc si vous ne le faites pas, le projet ne peut pas se faire. Ça, c'est un levier qui est important, de blocage relativement classique, quoi, qui peut vous permettre de mettre en face de vos exigences la contrepartie de modifier ou pas le PLU. Alors aujourd'hui, effectivement, je m'équite des PLUI. Je ne sais pas si cette compétence et ce pouvoir de blocage, il n'a pas été déporté aux intercommunalités avec les PLUI, je maîtrise un peu moins. Le top pour imposer ses propres critères. Donc dans l'optique d'avoir un développeur qui bosse avec vous, hein, ce que j'ai dit auparavant qu'en fait vous pouviez... la meilleure manière d'imposer ses propres critères, c'est de porter soi-même le projet sans développeur et d'aller chercher des prestataires, d'études, etc. Et du coup, vous faites comme vous voulez, de manière la plus collective possible. Mais si vous voulez chercher un développeur, considérant que lui peut vous faire quand même vous apporter beaucoup de compétences et vous apporter une partie des frais d'études, si vous voulez aller chercher des développeurs, le mieux c'est de les mettre en concurrence. Pour vous définissez vos attentes, un cahier des charges, vous les mettez en concurrence, et là c'est jackpot, quoi. S'il y a possibilité de faire un projet, vous obtenez ce que vous voulez, hein. Nous, j'ai vu il y a 5 ans sur un projet qu'on avait accompagné sur le Grand Narbonne, projet de parc coopératif des énergies, ça s'appelle. On a imposé des exigences élevées, nous, en tant qu'assistance à maîtrise d'ouvrage, sur la rédaction du cahier des charges. Les différents membres de l'association qu'on accompagnait, qui était une association composée de plusieurs collectivités, nous ont pas cru, nous ont dit personne ne va répondre. Et en fait, les plus gros développeurs ont tous répondu dans le cadre proposé, en bavant devant le projet, en disant surtout, on veut le faire, on fera comme vous voulez, quoi. Donc, s'il y a un potentiel, les gens rentreront dans votre cadre et feront... et seront prêts à répondre à votre consultation. Donc on peut aller assez loin en termes d'exigences sur le cahier des charges. Donc il y a des modèles de cahier des charges qui peuvent se mettre en place. Alors ça marche quand le foncier est maîtrisé, quoi, d'une manière ou d'une autre, parce qu'effectivement, si le développeur a déjà signé les accords fonciers avec un propriétaire sans venir voir la mairie, vous aurez beau faire toutes les consultations que vous voulez, le développeur dira je m'en fous, en fait c'est moi qui ai les droits fonciers, donc vous pouvez plus faire sans moi aujourd'hui. Donc de bloquer le foncier en contractualisant, ou d'avoir un accord des propriétaires qui disent qu'ils vont pas proposer leur foncier à un développeur tant qu'il n'a pas été choisi de manière collective, ça peut être une idée. Si c'est du foncier communal, c'est encore mieux. Vous vous engagez pas avec tel ou tel développeur tant que vous n'avez pas fait cette consultation. Donc ça veut dire cahier des charges. Donc souvent cahier des charges va retranscrire ce que vous aviez dans votre charte, donc des attentes du territoire. Et ce cahier des charges, consultation, conseil, si c'est pas une collectivité, mais si c'est une association regroupant plusieurs acteurs qui organise cette consultation, c'est beaucoup plus flexible en termes de process, de procédure et de choix que si c'était un marché public, quoi. Donc nous, effectivement, on était dans ce cas-là, c'était beaucoup plus simple. Et voilà, critères de sélection, c'est vous qui les définissez. Vous aurez plein d'offres proposées par des développeurs. Vous en présélectionnez quelques-uns, vous les recevez à l'oral, vous échangez avec eux et vous faites votre choix. Et effectivement, il y a quelques phases où ça peut être intéressant d'avoir une assistance à maîtrise d'ouvrage, comme nous, par exemple, pour notamment échanger, challenger les développeurs dans les questions par rapport à leur candidature. Voilà, ça c'est une option. Et donc en fait, l'exemple 1 qu'on voyait tout à l'heure de portage classique d'un projet se transforme en exemple 2, où je pourrais dire de manière assez provocatrice que l'exemple 1, on était sur de la soumission, on prend les choses, on subit un peu. L'exemple 2, on va parler de maîtrise. Donc la maîtrise, votre collectivité contactée, vous rédigez, ou vous avez déjà rédigé un cahier des charges pour mise en concurrence, vous choisissez un développeur qui vous correspond. Une fois le développeur choisi, vous pouvez, en fonction de ce que vous avez demandé, coporter le projet avec lui, participer à des comités de pilotage, être bloquant sur les décisions, imposer des décisions, devenir actionnaire. Beaucoup de choses sont possibles, mais le développeur, donc là c'est avec un développeur qui est bien là, qui avance avec vous, mais qui vous tient au courant, qui est à votre service. Mais l'idée c'est que si possible, c'est plutôt un partenaire, donc vous entendiez bien avec lui et qui soit content de faire ce projet comme ça, et qui vous accompagne, quoi.
Et je dis attention, effectivement, si le développeur il est malhonnête ou des développeurs malhonnêtes auraient pu contractualiser le foncier avant. Et donc en fait, vous avez beau faire une consultation, c'est du droit privé. Si un propriétaire privé a signé avec un développeur, sauf dénoncer le document juridique s'il est un peu bidon, mais ce sera difficile d'éviter ce développeur-là, quoi. D'où l'intérêt le plus en amont possible de bloquer ces terrains, le plus en amont possible par rapport à des sollicitations de développeurs, c'est s'assurer que le foncier n'est pas déjà parti chez un développeur ou un autre. Et donc là, je vous montre l'exemple 3, la reprise en main. C'est un montage qu'on est en train de mettre en place avec le PETR Centre-Ouest Aveyron, où franchement, on verra ce que ça donnera, hein, mais je pense que là on arrive au top du top en termes de reprise en main par le territoire. Ils en sont à 8 sollicitations de développeurs depuis 2 ans, je pense, peut-être déjà 1 ou 2 projets réalisés sur de la centrale au sol photovoltaïque et du parc éolien. Et là, la communauté de communes a dit on va créer une société locale participative, donc qui sera une coopérative, hein, qui intégrera de type SAS aussi, qui intégrera donc là où des collectivités, des habitants, des associations, des entreprises, etc. Et on aimerait que cette société locale participative, elle puisse investir dans des projets qui sont des vecteurs de retombées économiques massives sur le territoire, quoi. C'est finalement la seule activité économique qui est sur ce territoire, Centre-Ouest Aveyron, je pense, principale en tout cas pour les prochaines années. Ça va être des dizaines de millions d'euros d'investissement dans les énergies renouvelables. Donc, 2 choses. Le concept de dire on va créer cette société pour porter des projets en toiture, etc. Et pourquoi pas venir co-investir avec des développeurs sur des gros projets. Et en parallèle, comme ça, plein de sollicitations de développeurs. Donc, ce qu'on a conclu avec la collectivité, c'est donc de créer la société locale participative le plus vite possible pour avoir cet interlocuteur qui peut porter les projets et être finalement crédible face à un développeur par rapport à des propriétaires. Donc, c'est le point 3. Mais avant, encore plus urgent, c'est bloquer ce foncier parce qu'en ce moment, il y a des propriétaires, des centaines de propriétaires qui se font contacter par plein de développeurs et on a passé un peu de temps à essayer d'identifier les zones, de récupérer sur le cadastre les relevés de propriété, pour contacter tous ces propriétaires, leur envoyer une lettre en disant attention, il y a plusieurs développeurs éoliens en prospection, dont plusieurs sur le même terrain des fois, tous les projets se feront pas. On va vous proposer des loyers qui sont sympas, mais on pourrait espérer plus. Ne signez rien. Alors c'est là qu'on peut dire, ou signer avec nous commune, quoi. Mais ne signez rien pour l'instant. On va se rencontrer pour faire le point sur toutes les sollicitations qu'il y a eu. Et en parallèle, on fait un courrier des communes de développeurs pour dire merci, on a bien reçu vos sollicitations, mais on ne se positionne pas tout de suite. On va faire un appel à manifestation d'intérêt, alors quand c'est des terrains communaux. Mais on va décider de choisir un développeur et en fait votre interlocuteur ça va plus être la commune, ça va être la société locale participative qu'on aura créée. Donc là dans ce qui était proposé par le PETR c'était de faire un appel à manifestation d'intérêt dans lequel les développeurs vont répondre, mais la société locale participative répond également. Si c'est elle qui est sélectionnée, après elle a besoin de compétences en termes de développement, voire d'argent pour développer, pour terminer de boucler le tour de table financier de développement. Et donc elle va dire, on va, une fois qu'on a bloqué les terrains en tant que société locale participative, on va faire une consultation, donc comme on a vu avant, pour choisir un développeur qui sera notre partenaire. Et donc ça, j'ai envie de dire que c'est le top, parce qu'on peut même se passer du développeur et aller mobiliser des fonds et développer soi-même en cherchant des bureaux d'études, vent, études d'impact, etc. Mais en tout cas, l'avantage que ça soit la société locale participative qui porte tout ça, c'est qu'il n'y a plus les histoires de conflits d'intérêts avec des élus, etc. Quand on a fait le courrier des communes aux habitants et riverains des projets pour leur dire bloquez tout, vous êtes concernés par un projet, on s'est rendu compte, comme on était très large, qu'il y a plein d'élus qui étaient concernés, donc des élus qui ne peuvent plus participer après aux délibérations des conseils municipaux sur ces différents projets. Bref, en tout cas, ça c'est une forme de reprise en main qui est intéressante. Et quand on voit ce que ça représente en termes de montant, futur montant d'investissement sur 8 projets, c'est évident que le temps passé au début, l'investissement avec une AMO ou autre sur ces sujets-là, sera largement rentabilisé et que ça va être un levier de développement économique très important sur le territoire.
Donc j'ai pris beaucoup plus de temps que prévu, mais je doute que le participatif fonctionne beaucoup, en tout cas sur la construction du document. Mais voilà, là je vais prendre un moment pour répondre à toutes vos questions. Et je pense que ça va enrichir un document de synthèse que Julien Arnaud s'était proposé de commencer à rédiger sur un peu des bonnes pratiques pour répondre à un développeur. Donc pour avoir des bonnes pratiques pour porter un projet, pour faire du co-développement, Oui. etc. Ça serait pour répondre à un développeur. Euh, donc je vais laisser, Alors, je sais pas si Guillaume, Julien est merci, arrivé merci ou pour ton Emmanuel me donner des intervention. questions. Euh, donc avec beaucoup d'éléments et beaucoup d'éléments qui seront repris bien sûr dans le document final que Julien propose effectivement de concevoir. Il y a beaucoup de questions. Hein. Je ne sais pas si tu as eu le temps de un petit peu les filtrer, les regarder sur le fléchage. J'en ai vu passer, alors je vais peut-être, je vais y Je pense que c'est le répondre mieux. en direct du coup, hein. David Billy, bonjour David, qui a posé beaucoup de questions. Dans l'option de la répartition, si les propriétaires sont contre les zonés, il peut être difficile de leur payer un loyer. Non, c'est un argument des développeurs. Ouais, effectivement, la répartition foncière fait que si les propriétaires sont contre les éoliennes, absolument, eh ben, on va les éviter, puis on va voir si on peut faire le projet quand même. Mais des fois, il y en a qui sont contre parce qu'ils sont pas intéressés au projet. Et voilà, et en tout cas, ça laisse plus de latitude de discussion avec des propriétaires en disant, mais si vous étiez co-investisseur, si vous participiez aux décisions, ou si vous aviez pas juste une éolienne à 50 mètres, mais vous aviez un loyer partagé avec vos voisins, qu'est-ce que vous en diriez? C'est pas la solution à tout, hein. Il y a des gens qui sont toujours contre les éoliennes, mais dans ce cas-là, il faut prendre en amont, faire de la pédagogie, parler du scénario négawatt, etc., pour faire évoluer les gens. Ça, c'est une chose. Et alors, Charles, la loi de finances 2019, 20% pour la commune et 80% pour la commune de com, eh ben, c'est fort possible. Je crois que j'ai entendu parler de ça aussi. Là, le document que j'ai repris d'Amorce, il avait 2 ans, je pense, donc ça a évolué. Et comme propose David, effectivement, si vous allez récupérer le document d'Amorce, je pense que vous aurez les choses à jour et beaucoup plus d'infos. Et c'est en gros, c'est le guide de l'éolien et des élus, hein, donc l'élu et l'éolien, donc c'est parfait. Et je vous encourage à adhérer à Amorce, du coup, hein, ces genres de structures, c'est très pertinent leur existence, comme adhérer à Énergie Partagée. Et je pense qu'il y a une adhésion au CNFPT ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, c'est des structures qui font beaucoup pour vous, qui vous simplifient la vie, et le jour où vous en avez besoin, vous serez content que ces travaux-là aient été réalisés. Alors, bon, le document est disponible sur leur site. Comment motiver un développeur pour avoir la ligne action de territoire dans le projet, quand le projet est déjà commencé par le développeur privé, voire même le parc en vente? C'est pas toujours possible, mais des fois, c'est leur dire, bah, euh, si vous avez encore des leviers de bras de fer finalement avec le développeur, dans le sens où si vous avez un PLU à modifier, ou si effectivement s'il y a des choses pour lesquelles il faut encore votre accord, euh, bah, ça va être difficile d'imposer. Quand vous arrivez trop tard, ça va être difficile d'imposer, quoi. C'est difficile une fois qu'un projet est accordé ou sur le point d'être accordé, de dire finalement on veut pas, sauf si machin. On peut toujours compter ou espérer au bon vouloir du développeur, c'est-à-dire lui dire, écoute mon coco, là très bien, t'es passé à l'ancienne jusqu'à présent, il va y avoir des recours, faut s'attendre à avoir des recours, mais peut-être que si on propose ça, si on rencontre les gens qui veulent faire des recours et qu'on propose des actions, parce qu'en fait il y a des gens qui sont contre l'éolien tout court et des gens qui sont contre l'éolien industriels portés par des acteurs des multinationales, quoi. Donc nous, les gens qui sont contre l'éolien tout court, on a beau essayer de leur expliquer, de remettre des vrais arguments très objectifs en face. Des fois, il n'y a rien à faire. Des fois, enfin, voilà, hein, c'est des gens qui sont même pas sur place, etc. Donc, les gens qui resteront toujours contre l'éolien, il n'y a pas grand-chose à faire, mais les gens qui sont contre certains modèles d'éolien, une manière de porter des projets, et il y en a beaucoup, et ben, on peut les faire évoluer en leur proposant bah, justement une bonification du projet, une participation au projet. Et ça peut parler aux développeurs s'il dit ok, bah, si nous, tout le monde est pour le projet, qu'on gagne 6 ans, parce que les phases de recours, 2 ans tribunal administratif, 2 ans cours d'appel, 2 ans conseil d'État, etc., le développeur il peut être content de faire des concessions s'il gagne 6 ans. Quoi. Voilà. En tout cas, ce qu'on propose, hein, plus vous êtes en position de force, plus vous êtes en amont, plus c'est facile de les mettre en place, et des fois, ça ne sera pas possible. Mais de dire aux développeurs, bah, d'autres le font, on sait que c'est possible, donc là, vous nous arnaquez, et bon, on s'en rappellera, des fois, ça peut les faire évoluer.
Comment imposer les prestataires locaux développeurs, souvent staffés, quel mécanisme juridique? Eh ben, ça dépend. En fait, le développeur, très souvent, le développeur, il a les équipes de développement, de cartographie, de système d'information géographique, donc il va faire les plans, de suivi des études. Mais un développeur qui fait ses études d'impact lui-même, déjà, c'est pas recommandé, voire c'est en voie de disparition, parce que c'est très mal vu, quoi, parce qu'après, il est un peu jugé parti. Et un développeur qui fait ses expertises naturalistes tout seul, c'est très mal vu aussi, ça se fait pas trop. Et après, donc là, il faut aller chercher des prestataires. Donc, des fois, ils ont des gens avec qui ils ont l'habitude de travailler, mais tu vas dire, ouais, vous travaillez avec Biotope, mais là, regardez, il y a l'association Fédération Eau-de-Claire qui est juste à côté, on préfère bosser avec eux. Ces gens qu'on croise tous les jours, ils ont les mêmes compétences, c'est le même prix, donc autant bosser avec eux. Donc, c'est des fois juste sortir de la zone de confort, hein, pour le développeur. Et après, sur l'aspect chantier, exploitation, chantier, effectivement, le suivi du chantier, le chef de chantier, souvent ça va être un développeur, mais après il y a des entreprises qui vont venir réaliser différents lots, et c'est là où il va dire, ouais, moi je travaille habituellement avec Bouygues Énergie Service qui est basé à machin, à Montpellier, mais ouais, mais à Limoux, il y a telle entreprise qui peut faire la même chose, qui sait faire avec des gens du coin, voire on peut rajouter 3 emplois, donc on préfère ça. Donc ça, c'est les développeurs, à compétences égales et prix égaux, vraiment on peut négocier avec eux, et je pense que les développeurs sont pas cons, hein, non plus, ils ont envie de faire des projets qui plaisent aux gens, et pouvoir se vanter d'avoir fait un beau projet après, pouvoir faire des projets plus fluides. Donc ça peut marcher, vraiment de les convaincre, et après ça peut être, suivant le stade où vous en êtes, d'imposer ça dans les critères que vous participez au choix sur les prestataires, quoi. Mais ouais, effectivement, si le développeur sait faire, ça sera intéressant qu'il fasse lui, sachant qu'après, dans des prestats de construction, clé en main proposés par la filiale construction du développeur, nous on va leur dire, on vous prendra vous si on n'a pas trouvé localement quelqu'un qui fait mieux un meilleur prix. Parce que le fait que le développeur, des fois, se dit, je me réserve la construction et l'exploitation de votre futur parc, eh ben, il se gave parce qu'il sait qu'il n'y aura pas de concurrence. Donc nous, à minima, on disait, on vous prendra si vous proposez des conditions techniques et financières équivalentes au marché, donc on se réservera le droit d'aller voir ailleurs, quoi. Comment vérifier les coûts d'exploitation prévus par le développeur pour s'assurer qu'il ne gonfle pas artificiellement les coûts d'exploitation afin de basculer les bénéfices de la SPV vers la société d'exploitation? Bonne question, Hélène. Ça, c'est que les références, quoi. C'est-à-dire que ça c'est l'expérience, c'est demander, solliciter, récupérer des infos d'autres parcs et se rendre compte. Et souvent, enfin, le diable est dans les détails, donc faut être très attentif, très vigilant. Mais à un moment, si le développeur vous propose des coûts d'exploitation qui sont à 20 000 € par an, vous avez déjà vu un truc à 18, un truc à 16, c'est que manifestement il n'a pas prévu de vous arnaquer là-dessus et que c'est bien, quoi. Mais c'est sûr que faut échanger, quoi. Et donc nous, les réseaux énergie partagés, par exemple, on échange sur les frais d'exploitation. Est-ce que c'est normal? Toi, t'as quoi? Et c'est la montée en compétence qui permet d'être position de force pour une négo, quoi. Alors Noémie, comment la collectivité locale peut-elle imposer des prestataires locaux en restant conforme au code des marchés publics? Eh ben, c'est une bonne question. Déjà, à l'inverse, il y a pas mal de prestataires qui sont imposés et qui au final sont hors la loi, parce que nous on a vu des gens qui répondaient à des marchés publics, qui étaient lauréats, et qui à la fin avaient des travailleurs détachés roumains, etc. Et en fait, donc il y a des pénalités, des choses comme ça qui peuvent se mettre en place. Et en fait, déjà, il faut réussir à évacuer ça, à éviter ces cas-là. Et donc je me dis, pourquoi pas avoir des clauses qui permettent de privilégier des entreprises locales. Il y a des préférences coopératives qui existent dans certains marchés publics. Là, on a vu, par exemple, sur les appels à manifestation d'intérêt pour des toitures, qu'aujourd'hui, sur de l'AMI, donc la collectivité peut choisir ses critères de manière complètement libre. Elle peut dire, je veux que ce soit du projet citoyen, machin, machin. Et s'il y a un collectif citoyen qui répond, un développeur qui répond à côté, et on pourra tout à fait évacuer le développeur en disant vous n'êtes pas citoyen. Donc ça c'est confirmé qu'en tout cas sur des AMI, vous pouvez imposer des critères prestataires locaux sans trop vous faire emmerder, mais après effectivement, moi, je suis pas juriste et donc savoir le risque que vous prenez. C'est un critère pour moi qui est cohérent en termes de, si vous voulez, le portage d'un projet ou coportage d'un projet, d'une dynamique territoriale par une collectivité. Elle va forcément vouloir privilégier un développement économique local. Et pour moi, je pense que ça se défendrait de dire, nous, on veut des entreprises locales,
Et on est légitime à le demander, à l'exiger, et donc on va pas se faire emmerder par la loi parce qu'on veut développer économiquement, on s'est pris en main, voilà, il y a beaucoup de dotations qui ont disparu. De la même manière, on s'est battu là pour faire maintenir l'exonération de taxes foncières sur des bâtiments communaux, parce qu'il y a une exonération de taxes foncières sur les bâtiments communaux, sauf s'ils ont une vocation commerciale, et donc en fait ça voulait dire là que tous les bâtiments communaux équipés par des collectivités en photovoltaïque, avec vente en totalité par exemple de l'énergie, ils n'étaient plus exonérés de taxes foncières, et donc en fait ils se retrouvaient à payer des taxes qui des fois compensaient même pas les retombées liées à la vente d'électricité. Donc là on s'est battu pour dire les collectivités, elles se retroussent les manches, elles essaient de dégager des nouvelles ressources, maintenez cette exonération de taxes foncières, même si elles mettent du photovoltaïque. Donc là c'est passé dans la nouvelle loi de finances, donc c'est très bien. Alors Charles, oui, bah, du coup, autant pour moi, Charles avait répondu à Noémie, ça peut être une possibilité en tout cas. Et de manière générale, dire aux développeurs, mais vous, si vous voulez pas le faire, les autres le feront, donc on ira voir quelqu'un d'autre, parce qu'aujourd'hui, tout le monde le fait. Honnêtement, aujourd'hui, pour être clair, je vois que EDF Énergie Renouvelable qui est encore réticent sur certains montages très ouverts sur le territoire. Mais Engie Green, même Total, tout le monde dit c'est tellement plus agréable et c'est tellement plus logique qu'on le fait, c'est le sens de l'histoire, quoi. PLUI, compétences comme de com, mais doit être validé en CM de chaque commune. Ok, donc effectivement, on pourra avoir si une modification de PLU pour un projet d'énergie renouvelable et que vous n'êtes pas content ou d'imposer des choses aux développeurs, vous pourriez ne pas valider la mise en place de ce PLU-là. Sur la loi littorale, effectivement, tout ce qui doit passer par une délibération du conseil municipal, vous pouvez vous imposer des conditions aux développeurs, si ça peut être imposé par ailleurs avant, pour que ça vous corresponde. Ça peut prendre plein de formes, hein, parce qu'en fait, le partenariat qui va se mettre en place, vous pouvez avoir une charte au début, nous c'est comme ça, vous signez la charte, c'est une forme d'engagement moral. Vous pouvez avoir un cahier des charges, il a répondu, il faut qu'il respecte ces choses-là. Une fois qu'il est lauréat, ou même avant, mais après, bon, ça voulait dire que vous ayez choisi de manière arbitraire un privé plutôt qu'un autre, donc ça, par rapport au code des marchés publics, c'est pas toujours possible. Mais vous pouvez avoir une convention de co-développement qui s'est mise en place en disant bah, vous ferez ça, nous on fera ça, on s'engage à ça. Et parce que en bout du bout, ça sera des statuts d'une société de projet avec un pacte d'associés. Et les associés de sa société, ce sera le développeur et le territoire, qui peut être une collectivité, une société locale, les deux à la fois, etc. Et donc c'est là-dessus que vous pourrez imposer, que finalement seront retranscrits tous les engagements de chacun, quoi. Mais avant d'arriver jusqu'à un pacte qui nécessite beaucoup de temps, il peut y avoir juste une convention qui est beaucoup plus simple, quoi. Ouais, merci Manuel. Donc, un appel à manifestation d'intérêt, c'est plus simple qu'un marché public, mais sur le contenu, il faut voir, ça dépend des montants, je pense. Et voilà, moi ce que j'ai vu comme manière d'éviter le marché public, c'est de créer une association de préfiguration de la société locale ou créer directement la société locale participative qui regroupe les acteurs du territoire dans la collectivité. Et elle va mobiliser, faire une consultation, faire tout ce qu'il faut de manière souvent plus souple qu'une collectivité et en même temps plus coopérative parce qu'il y a plein d'acteurs dedans. Donc autant le faire. Et à partir du moment où vous êtes sûr que vous avez 3 toitures d'école équipées, créez cette société pour au moins équiper les toitures d'école, et puis après vous pourrez vous positionner en coactionnariat sur des plus gros projets, monter en compétences, voilà, c'est du développement économique d'avenir, et même très actuel pour les communes. Alors Ariane, comment préserver certains espaces de l'appétit des développeurs? Alors, aujourd'hui, un développeur, notamment sur du photovoltaïque, hein, où on va dire que sur le conflit d'usage et la mobilisation d'espace la plus conséquente, ça va être vraiment sur du photovoltaïque au sol, parce que l'éolien, ça prend finalement pas tant de place que ça. Ça se voit de loin, mais ça prend pas tant de place. Aujourd'hui, pour qu'un porteur de projet réalise son projet, il faut qu'il soit lauréat d'un appel d'offres, donc appel d'offres de la Commission de régulation de l'énergie. Et dans les critères, on regarderait, je crois que c'est page 8 du dernier cahier des charges, il y a des critères vraiment très stricts aujourd'hui qui interdisent de faire des projets, en gros, sur de l'agricole ou du naturel. Donc il n'aura pas de tarif, donc il ne pourra pas faire son projet. En parallèle, il faut obtenir un permis de construire, une autorisation d'urbanisme, où les services de l'État sont très attentifs à ce que ça ne soit pas sur des terres agricoles ou naturelles. Aujourd'hui, on pourrait presque dire que c'est interdit en fait, de faire ces projets-là, mais il y a des projets qui passent, parce que c'est des projets qui vont justifier une complémentarité agriculture
énergie renouvelable, ou un terrain naturel mais qui est dégradé, etc. Donc en fait, il faudra que ces terres-là, agricoles ou naturelles, passent à urbaniser ou naturel type énergie renouvelable pour qu'on puisse y installer du photovoltaïque par exemple. Donc vous avez cette garantie du PLU. Vous avez pour les développeurs, eux, ils savent que réglementairement, ils vont pas pouvoir le faire et qu'ils n'auront pas de tarif probablement d'achat, donc ils vont pas se lancer là-dessus. Et voilà, c'est un peu les meilleures options. Bah ouais, le terrain de mauvaise qualité. Moi, j'ai souvent des gens qui m'appellent, malheureusement, qui me disent, bah moi, j'ai des terrains agricoles qui sont en friche depuis 25 ans, donc est-ce qu'on peut faire des projets? Je fais malheureusement, que ce soit en friche, agricole ou naturelle. Aujourd'hui, la loi veut que sur l'indice de définition de la zone PLU, de là où vous êtes, ça va pas pouvoir passer. Et même agricole de mauvaise qualité, bah, la première chose qu'il va falloir faire, c'est justifier qu'il y ait tellement de mauvaise qualité, ou le naturel qu'il y en a tellement, ou que l'agricole de mauvaise qualité, il y en a tellement qu'on peut en garder une partie. C'est de justifier ça, c'est dans le cadre du PLU pour le changement d'affectation. Effectivement, le changement d'affectation, ça va plus être à vous, à l'échelle com de com ou commune, de le mobiliser, de le faire évoluer, ce changement d'affectation, enfin de le mettre en place. Et si vous arrivez, vous, à changer l'affectation possible du site, là, les projets vont pouvoir se faire. Donc, dans ce sens-là aussi, hein, ça marche. C'est-à-dire que ça peut être un outil de blocage ou de déblocage. Moi, j'ai l'exemple du projet Lux-sur-Aude, là, le projet de centrale au sol de 250 kg qui vend à Enercop, dans l'Aude. C'est sur terrain naturel. C'est sur terrain naturel, mais la LPO de l'Aude a dit OK pour nous, parce que c'est 5000 m² sur un terrain qui fait 25 hectares. C'est terrains qui étaient en friche sur lesquels des pins ont repoussé, et c'est un projet qui est dimensionné par rapport aux besoins de la commune. Donc en fait, on est prêt à faire des concessions si c'est cohérent, si c'est légitime, et à sortir un peu de ce cadre-là, quoi. Et là, Lux-sur-Aude étudie un projet beaucoup plus gros de plusieurs hectares sur la même zone. Et bah, nous, Enercop, on est tenté de pas vous soutenir là-dessus, parce que ça perd sa cohérence. On avait dit terrain naturel, oui, mais un peu, voilà. Donc c'est ouais, parce que répond Charles, c'est que moi, les terrains finalement les plus en friche, ou des terrains qui ont été brûlés, etc., on se dit, bah super, du coup, on va mettre des projets ENR, ça va déranger personne. Bah, c'est là où la biodiversité s'est développée. Aujourd'hui, on aurait probablement du mal à développer un projet de centrale photovoltaïque au sol à Tchernobyl. Parce que la biodiversité est extrêmement riche, parce qu'on n'y fait plus rien depuis 35 ans. C'est un peu contradictoire, mais voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui, pour que des projets puissent se faire sur terrain agricole ou terrain naturel, ou de toute façon que ça puisse se faire, il faut que ça passe les fourches codines de l'appel d'offres de la Creux. Donc gardez les cahiers des charges parce que ça résume très bien qu'est-ce qu'un terrain pollué, voilà. Appel d'offres Creux, centrale au sol photovoltaïque de plus de 500 kW, vous regardez, ça définit ça très bien. Et nous, Enercop, on a mis en place un appel d'offres concurrent, enfin, ou en parallèle de la Creux, pour acheter l'électricité sur du long terme, 20-30 ans. Et bah, donc avec des projets qui candidatent, on s'impose les mêmes contraintes, voire plus que la Creux, en termes d'excellence environnementale. Et après, sur le sujet de la participation citoyenne, etc., on est plus exigeant, quoi. Et tellement de gens veulent nous vendre leur électricité aujourd'hui sur une longue durée qu'on a été obligé de mettre en place notre propre appel d'offres là-dessus, quoi. Donc, bah voilà, sujet terminé. Donc, je voulais vous montrer quand même les deux dernières diapos, mais qui pourront vous servir sur en fait alors, il faudrait que j'arrive à fermer ça, mais il y a des fiches qui ont été réalisées par Éclair sur la cogestion et le co-développement que vous pouvez réutiliser. Et puis ça vous donne l'idée de qu'est-ce qu'on pourra avoir sur une fiche. Et ce qui serait bien, c'est que si Julien propose un modèle de fiche de synthèse par rapport à tout ce qu'on a fait, qu'il vous le propose en complément et à amender pour le bonifier. Guillaume, je te laisse conclure. Ouais, pour répondre à David, juste, bah en fait, il y a des régions qui aident et qui soutiennent ces projets-là avec des aides aux études. Il y a un outil qui s'appelle Enercité, qui est un outil national qui vous aide sur les études aussi, ENERCIT, donc n'hésitez pas à les mobiliser ou à me contacter en direct après si vous voulez plus d'infos. Et bon voilà, j'étais très bavard, mais il y avait des choses à dire, donc j'espère que je vous ai pas trop barbé. Et je vous invite à recontacter soit Julien, soit Emmanuel, soit moi si vous avez des questions par rapport à ça. Et au plaisir de vous voir développer des projets. Merci Guillaume. Alors, juste quelques mots. Donc, suite à cette séance très riche, hein, merci Guillaume encore une fois de l'avoir menée de bout en bout.
Donc bien sûr, il va y avoir un compte rendu qui contiendra donc bien sûr l'enregistrement du webinaire, le diaporama. On essaiera de mettre à votre disposition un forum de manière à ce que vous puissiez continuer à contribuer sur les bonnes pratiques. Hein. Et puis bien sûr, comme je l'ai dit en début de webinaire, on mettra à votre disposition l'information sur l'offre de formation du CNFPT sur ces questions-là. Voilà, il me reste à tous vous remercier pour votre participation. On vous tient au courant en tous les cas à travers l'e-communauté, à travers donc un courriel qui vous permettra d'accéder à ce compte rendu. Voilà, merci beaucoup et bonne journée. Merci Guillaume. À bientôt. Merci, au Merci à revoir. tous. Au revoir.